C'est en ce jour si particulier de lutte mondiale pour les droits des femmes que je m'adresse à vous, représentants des États membres de l'ONU, en tant que directrice de la Fédération nationale des CIDFF. Aujourd'hui, je parlerai au nom de toutes les femmes pour défendre l'égalité des genres. Avant toute chose, j'aimerais affirmer que les femmes jouent un rôle et apportent un équilibre primordial dans nos sociétés. Et pourtant, elles sont discriminées, dévalorisées, exclues, et je ne parlerai même pas des stéréotypes ancrés dans la tête des plus jeunes qui ne font qu'aggraver la situation. Saviez-vous que les femmes touchent en moyenne 28,5% de salaire en moins que les hommes, et ce, pour tout temps de travail confondu? Saviez-vous qu'une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle dans sa vie? Saviez-vous également qu'il existe encore un plafond de verre qui freine les femmes dans leurs ambitions? J'ajoute à cela qu'une femme sur 6 vit avec la mémoire d'une violence subie dans l'enfance. Encore combien de chiffres écœurants faut-il donner avant que le monde ouvre les yeux sur ces réalités atroces? Parce que oui, même en France, un pays où les droits des femmes sont globalement respectés, ces dernières subissent des violences au quotidien. Mais alors, qu'en est-il ailleurs? Prenons pour exemple l'Afghanistan. Là-bas, les femmes n'ont pas le droit de voter. Là-bas, les femmes n'ont pas accès à l'éducation ni aux soins. Là-bas, les femmes ont moins de droits que leurs fils mineurs. Est-il encore admissible de nos jours que femme signifie forcément avoir moins de droits qu'un garçon qui n'a pas atteint la majorité? Mais revenons en arrière. En effet, dès le XVIIIe siècle, des femmes se battaient pour leurs droits. Olympe de Gouges, pionnière du féminisme, en est un très bel exemple. La Révolution française a proclamé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, mais en délaissant les femmes. C'est pourquoi Olympe de Gouges y réagit vivement en publiant la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Mais cette action de bravoure lui a coûté la vie, car les dirigeants politiques masculins la guillotineront. Fallait-il vraiment que cette femme risque sa vie pour oser réclamer l'égalité, alors que cette action n'aura servi à rien à ce moment-là? Bien des années plus tard, en 1944, les Françaises obtiennent le droit de vote après la Seconde Guerre mondiale. Ce droit leur est accordé pour les valoriser du rôle actif qu'elles ont joué dans la résistance. Mais fallait-il vraiment une guerre pour que les femmes soient reconnues à part entière comme citoyennes? Puis, ce n'est qu'en 1965 que la femme a le droit d'exercer une profession et ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Comment a-t-on pu croire pendant si longtemps que la femme avait besoin de l'autorisation de son mari pour vivre librement? Toutefois, j'ai mieux encore, car malgré les nombreux progrès qui ont été accomplis par le passé, certains sont à ce jour en recul, notamment le droit à l'IVG, qui ne leur a été octroyé qu'en 1975, et ce, uniquement grâce au travail acharné de Simone Veil. Cette dernière a d'ailleurs déjà dit que la liberté, c'est d'abord le droit de disposer de soi-même. Mais dans quelle mesure peut-on parler de liberté dans une société où les femmes n'ont toujours pas le droit de disposer entièrement de leur corps? Tant que nous en sommes à parler de notre corps, personnellement, je trouve cela invraisemblable que ça ne soit qu'en 1980 que le viol est considéré comme un crime par la loi. Comment a-t-on pu accepter pendant si longtemps qu'une femme soit contrainte de se taire face à un viol, comme si son corps ne lui appartenait pas, mais était un bien dont d'autres pouvaient se saisir impunément? Redonnez de tous ces exemples, si vrai soit-il, qui ne concernent que la France. Alors, si même ce pays, qui se vante d'être un modèle universel de liberté, a tant tardé à reconnaître les droits des femmes, que peut-on réellement espérer des autres pays du monde, qui ne font même pas semblant? Parce que oui, des exemples, je pourrais vous en citer des centaines et des centaines, ne serait-ce qu'un pays comme l'Iran, qui ne respecte toujours pas les droits des femmes de nos jours, sous seul prétexte d'obligation religieuse et de corruption morale. Ou encore cette jeune femme que tout le monde connaît sous le nom de Malala Yousafzai, qui est connue dans le monde entier pour son engagement en faveur de l'éducation des filles. Âgée de 15 ans, en 2012, elle a survécu à une tentative d'assassinat à la sortie de son école et est, âgée de seulement 17 ans, la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix en 2014. Selon moi, Malala Yousafzai est un exemple incontournable de courage et de détermination. Elle incarne un modèle inspirant de notre époque pour toutes celles et ceux qui défendent l'égalité des droits pour les femmes, ainsi que l'accès à l'éducation. Et pourtant,
Malgré toutes ces figures de lutte et d'espoir, le combat est loin d'être terminé. À ce jour encore, malgré l'évolution des mentalités, les femmes doivent se battre pour avoir des droits qui devraient paraître évidents à tous. Et c'est là que le grand écart entre principe et réalité devient visible. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le premier article nous dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Mais peut-on vraiment parler d'égalité entre tous les êtres humains quand être femme signifie naître sans droit? L'égalité pour toutes et tous ne peut plus attendre, ni être une promesse sans lendemain. Fermer les yeux, c'est choisir d'ignorer et de refuser d'admettre une réalité dérangeante. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous demanderai de ne pas relâcher vos efforts. Engagez-vous, et ce non pas par devoir, mais par conviction. Faites en sorte que l'égalité ne soit plus un combat, mais une évidence. Car si vous ne luttez pas pour ça, soyez certains que personne ne le fera à votre place. Merci.